L'histoire de Plattner est-elle digne de foi ou non? Voilà une jolie question pour un esprit critique. D'une part, nous avons 7 témoins, ou, pour être tout à fait exact, nous en avons 6,5, plus un fait incontestable. D'autre part, nous avons le préjugé, le bon sens, les résistances de l'opinion. Mais qu'est-ce que tout cela? Jamais il n'y eut 7 témoins paraissant plus honorables. Jamais il n'y eut un fait plus incontestable que l'inversion de la structure anatomique de Gottfried Plattner. Et jamais non plus il n'y eut d'histoire plus absurde que celle qui va vous être contée. La partie la plus absurde de l'histoire est la contribution du digne Gottfried, car je le compte au nombre des 7 témoins. Que le ciel me garde de donner, par amour de l'impartialité, des encouragements à la superstition et d'en venir ainsi à partager le sort des patrons de Zappia. Sincèrement, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le cas de Gottfried Plattner. Mais de quelle nature est cet élément inexpliqué? J'en conviendrai tout aussi franchement, je n'en sais rien. J'ai été surpris du crédit accordé à cette histoire par les personnalités les plus sérieuses et les plus graves. Mais le plus simple, c'est que j'en fasse l'exposé au lecteur sans plus de commentaires. Gottfried Plattner est, en dépit de son nom, un Anglais authentique. Son père était un Alsacien venu en Angleterre vers 1860, marié à une honorable jeune fille anglaise sans hérédité physiologique, et mort en 1887 après une vie unie et paisible, consacrée, je crois, principalement à la pose des parquets. Gottfried est âgé de 27 ans. Grâce aux 3 langues qu'il doit à ses parents de connaître, il est professeur de langue vivante dans une petite école privée du sud de l'Angleterre. Aux yeux du premier venu, il ressemble étrangement à tout autre professeur de langue vivante dans toute autre petite école privée. Son costume n'est ni somptueux ni à la mode, mais il n'est pas non plus d'un bon marché ou d'un aspect minable à le faire remarquer. Son teint, sa taille, son allure n'ont rien de particulier. Vous observeriez peut-être que, comme chez la plupart des gens, sa figure n'est pas absolument symétrique. L'œil droit est un peu plus grand que le gauche, et la joue est une idée plus lourde à droite. Si, observateur superficiel, comme tout le monde, vous mettiez à nu sa poitrine et vous écoutiez battre son cœur, vous trouveriez probablement que ce cœur bat comme le vôtre et le mien. Mais, ici, vous et un observateur attentif, vous ne seriez plus d'accord. Si vous trouviez ce cœur semblable à tous les autres, l'observateur expérimenté le trouverait tout à fait différent. Et une fois prévenu, vous aussi vous percevriez assez facilement une particularité. Le cœur de Gottfried bat du côté droit de la poitrine. D'ailleurs, ce n'est pas la seule anomalie de la conformation physique de Gottfried, quoique ce soit la seule sensible au vulgaire. Une auscultation attentive des organes internes de Gottfried, pratiquée par un chirurgien bien connu, paraît avoir établi que toutes les autres parties non symétriques de son corps sont également mal placées. Le lobe droit du foie est à gauche, le gauche est à droite, les poumons sont de même intervertis. Ce qui est encore plus singulier, à moins que Gottfried ne soit un comédien accompli, nous sommes obligés de croire que sa main droite est tout récemment devenue sa main gauche. Depuis les occasions que nous avons eues de l'observer, avec toute l'impartialité possible, il éprouve la plus grande difficulté à écrire, excepté en allant de droite à gauche sur le papier et en se servant de la main gauche. Il ne peut pas lancer quelque chose de la main droite. Il est embarrassé, au moment du repas, entre sa fourchette et son couteau. Ses idées sur la police des routes, il est cycliste, témoignent aussi d'une confusion dangereuse. Et nous n'avons pas la moindre raison de croire que, avant son aventure, Gottfried ait été gaucher. Il y a pourtant autre chose d'étonnant dans cette histoire insensée. Gottfried montre 3 photographies de lui-même. Vous l'avez à l'âge de 5 ou 6 ans, fronçant le sourcil et vous exhibant de grosses jambes sous une robe écossaise. Sur cette photographie, l'œil gauche est un peu plus grand que le droit et la joue est une idée plus lourde à gauche. C'est précisément le contraire de ce que l'on constate aujourd'hui. La photographie de Gottfried à 14 ans semble contredire ces faits, mais cela tient à ce que c'est une de ces photographies bijoux à bon marché alors en vogue qui était prise directement sur métal et qui, par suite, renverse les objets comme le ferait un miroir.
La troisième photographie le représente à 21 ans et confirme le témoignage des autres. On croit saisir ici sur le fait la confirmation la plus probante de cette supposition que, pour Gottfried, la gauche et la droite sont interverties. Pourtant, comment un être humain peut-il devenir un pareil monstre? À moins d'un miracle inouï, il est extrêmement difficile de s'en faire une idée. Sans doute, les faits pourraient s'expliquer, à la rigueur, si l'on supposait que Plattner a entrepris une laborieuse mystification en profitant de la position anormale de son cœur. Des photographies peuvent être truquées, on peut faire semblant d'être gaucher, mais le caractère de notre homme ne se prête pas à cette interprétation. Il est paisible, pratique, modeste et paraîtrait parfaitement sain aux yeux de Max Nordau. Gottfried aime la bière, il fume modérément, il se promène tous les jours et il a, comme il convient, une haute opinion de la valeur de son enseignement. Il possède, sans l'avoir jamais exercé, une jolie voix de ténor. Il prend plaisir à chanter des chansonnettes populaires. Il aime, mais sans excès à lire, surtout les œuvres d'imagination pénétrées d'un optimisme vaguement pieux. Il dort bien, il rêve rarement. Il est en fait la dernière personne à qui l'on puisse prêter une aventure fantastique. Bien loin, en vérité, d'imposer cette histoire au monde, il a eu sur la question des réticences singulières. Il reçoit les curieux avec une certaine timidité engageante, c'est bien le mot, qui désarme les plus défiants. Il semble ingénument honteux que quelque chose d'aussi extraordinaire ait pu lui advenir. Il est à regretter que l'aversion de Plattner pour l'idée d'une autopsie après décès ajourne, à jamais peut-être, la preuve positive de l'interversion dans tous ses organes de la droite et de la gauche. Seule l'autopsie établirait la vérité de notre histoire. Il n'y a pas moyen de prendre un homme, de l'agiter dans l'espace, au sens ordinaire de ce mot, et de modifier ainsi la position normale de ses organes. Quoi que vous fassiez, sa droite est toujours sa droite, sa gauche est toujours sa gauche. Il en serait autrement avec un objet mince et plat. Si vous découpiez une figure dans du papier, une figure ayant un côté droit et un côté gauche, vous pourriez changer ce côté en soulevant simplement la figure et en la retournant. Mais avec un solide, c'est différent. Les théoriciens vous enseignent que la seule manière de changer la droite et la gauche d'un corps solide, c'est de soustraire ce corps à l'espace tel que nous le connaissons, c'est-à-dire de le faire sortir de l'existence ordinaire et de le situer quelque part en dehors de l'espace. Ce raisonnement est un peu abstrait, sans doute, mais quelqu'un qui aura la moindre connaissance des mathématiques pourra en certifier l'exactitude au lecteur. Pour exprimer la chose en langage technique, la curieuse interversion de la droite et de la gauche chez Plattner est la preuve qu'il a voyagé en dehors de notre atmosphère, dans ce qu'on appelle la 4e dimension, et qu'il est ensuite revenu dans notre monde. À moins que nous ne préférions nous considérer comme les victimes d'une supercherie laborieuse et sans motif, nous sommes presque obligés d'admettre qu'il en a été ainsi. Voilà pour les faits tangibles. Nous arrivons maintenant au récit des phénomènes qui accompagnèrent sa disparition provisoire de notre monde. On sait que, dans l'école privée de Sussexville, Plattner n'avait pas seulement la charge des langues vivantes. Il enseignait aussi la chimie, la géographie commerciale, la tenue des livres, la sténographie et encore toute autre science que pouvait souhaiter la fantaisie changeante des familles. Il savait peu ou point de ces sciences variées. Mais dans les établissements libres, le savoir chez le professeur est en toute franchise beaucoup moins nécessaire qu'une moralité irréprochable et que des manières de bon ton. En chimie, Plattner était particulièrement d'une extrême faiblesse. Il ne savait rien, disait-il, en dehors des 3 gaz. Peu vous importe ce que sont ces 3 gaz. Cependant, comme ses élèves débutaient ne sachant rien et tenaient de lui toute leur instruction, son ignorance n'eut pendant assez longtemps pour lui, ou pour les autres, que peu d'inconvénients. Or, il advint qu'un petit garçon du nom de Weeble entra à l'école. Il avait été dressé, semblait-il, par quelques parents mal avisés à des habitudes de curiosité. Cet élève suivait le cours de Plattner avec un intérêt manifeste et soutenu, et afin de montrer son zèle, à diverses reprises, il apporta des substances pour les faire analyser par le maître. Plattner, flatté par ce témoignage évident de l'intérêt qu'il savait éveiller,
confiant d'ailleurs dans l'ignorance du bonhomme, analysa ces corps et même débita sur leur composition des généralités. Oui, il était si bien stimulé par son élève qu'il s'était procuré un ouvrage sur la chimie analytique et qu'il l'étudiait pendant la surveillance de l'étude du soir. Il fut surpris de découvrir dans la chimie une science très intéressante. Jusqu'à présent, l'histoire est banale, mais voici qu'apparaît la poudre verte. L'origine de cette poudre verte semble malheureusement perdue. Weibel raconte une histoire embrouillée. Il l'a trouvée, dit-il, telle quelle dans un paquet, dans un four à chaud, non loin des dunes. Il eût été bien heureux pour Platner et peut-être aussi pour la famille du jeune Weibel qu'une allumette fût approchée de cette poudre dès qu'on la découvrit. L'élève ne la porta sûrement pas à l'école dans un paquet, mais dans un flacon commun de pharmacie de 8 onces, bouché avec du papier mâché. Il le remit à Platner à l'issue du cours de l'après-midi. 4 élèves avaient été retenus, après les prières qui clôturent la classe, pour compléter des devoirs négligés. Platner avait à les surveiller dans la petite classe de chimie. Le matériel pour l'enseignement pratique, dans l'école privée de Sussexville, comme dans la plupart des petites écoles du pays, a pour caractère principal une simplicité sévère. Il est serré dans une petite armoire reléguée dans un coin et occupant à peu près autant de place qu'une malle ordinaire de voyage. Platner, ennuyé de sa surveillance fastidieuse, sembla avoir accueilli comme une agréable diversion Weibel et sa poudre verte. Ouvrant l'armoire, il procéda sur le champ à ses expériences d'analyse. Weibel, heureusement pour lui, s'assit à bonne distance pour regarder. Les 4 mauvais élèves, simulant une application sérieuse à leur travail, observaient le maître à la dérobée avec le plus vif intérêt. Car, même dans le domaine des 3 gaz, Platner était en chimie, je crois bien un praticien téméraire. Les 5 témoins sont unanimes dans leur compte-rendu des procédés de Platner. Il mit un peu de la poudre verte dans une éprouvette et essaya la substance successivement avec de l'eau, avec de l'acide chlorhydrique, de l'acide nitrique, de l'acide sulfurique. N'obtenant pas de résultat, il versa une petite quantité, environ la moitié de la bouteille, sur une ardoise et il approcha une allumette. Il tenait le flacon de la main gauche. La substance commença par fumer, par répandre une odeur, puis fit explosion avec une violence assourdissante et avec un éclair à vous aveugler. Les 5 enfants, qui étaient préparés à une catastrophe, en voyant la flamme, plongèrent derrière leur pupitre. Aucun ne fut sérieusement atteint. Mais la fenêtre fut jetée dehors dans la cour de récréation et le tableau noir sur son chevalet fut renversé. L'ardoise était réduite en poussière. Du plâtre se détacha du plafond. Ce fut tout le dégât que subirent la maison et le matériel, et les enfants, tout d'abord, ne voyant plus Platner, s'imaginèrent qu'il avait été assommé et qu'il gisait hors de leur vue, de l'autre côté des pupitres. Ils s'élancèrent de leurs bancs pour aller à son secours et furent tout surpris de trouver place nette. Encore étourdis par la violence soudaine de la détonation, ils se précipitèrent vers la porte ouverte, avec l'idée que, blessés, ils s'étaient précipités dehors. Mais Carson, qui se trouvait en tête, se heurta presque dans l'ouverture de la porte avec le directeur, M. Lidgett. M. Lidgett est un homme corpulent, irritable, qui n'a qu'un œil. Les enfants le représentent trébuchant dans la salle et criant quelques-unes de ces aménités que les maîtres d'école grincheux ont coutume d'employer à l'occasion pour rétablir l'ordre. « Fichu maladroit! Où est M. Platner ?» dit-il. Les enfants sont d'accord sur les expressions. Emplâtre, morveux, empoté. Voilà les termes courants dont se servait M. Lidgett. Où est M. Platner? C'est une question que l'on répéta bien des fois pendant les quelques jours qui suivirent. Il semblait vraiment que cette hyperbole insensée réduite en poussière se fût pour une fois réalisée. Il n'y avait pas la moindre trace de Platner, pas une goutte de sang, pas un lambeau de vêtement. Évidemment, il avait été anéanti par l'explosion et il n'avait pas laissé derrière lui le moindre débris. Pas de quoi couvrir une pièce de 10 sous pour employer la locution proverbiale. Sa disparition complète, à la suite de l'explosion, est un fait certain. Il n'est pas nécessaire de s'étendre ici sur l'émotion causée dans l'école privée de Sussexville et dans Sussexville et ailleurs par l'événement.
Il se peut certes que quelques-uns de nos lecteurs se rappellent avoir recueilli pendant les vacances du dernier été quelques versions indirectes et vagues de cette agitation. Il semble que Lidget ait fait tout ce qui dépendait de lui pour étouffer l'histoire, pour en réduire les proportions. Il institua une peine de 25 lignes à copier pour toute mention qui serait faite entre élèves du nom de Platner. Et il déclara en pleine classe qu'il savait parfaitement où se trouvait son adjoint. Il avait peur, explique-t-il, que la possibilité d'une explosion, en dépit des méticuleuses précautions qu'il prenait pour simplifier l'enseignement pratique de la chimie, ne fît du tort à la réputation de sa maison, comme aurait pu lui en faire la disparition de Platner au milieu de circonstances surnaturelles. Vraiment, il tenta les plus grands efforts pour rendre cet accident aussi banal que possible. Notamment, il interrogea les 5 témoins oculaires de l'accident d'une manière si pressante qu'ils en vinrent à douter du témoignage sincère de leur sens. Mais, en dépit de ses efforts, l'histoire exagérée, dénaturée, fit pendant 9 jours sensation dans le pays et plusieurs familles reprirent leurs enfants sous divers prétextes. Ce qui n'est pas le moins amusant de l'affaire, c'est qu'un grand nombre de personnes dans le voisinage rêvèrent de Gottfried Platner pendant la période d'inquiétude qui précéda son retour, et que ces rêves avaient une curieuse uniformité. Dans presque tous, Platner apparaissait, soit seul, soit accompagné, errant au milieu de vapeurs irisées. Toujours sa figure était pâle et défaite, et quelquefois il faisait des gestes dans la direction du dormeur. 2 ou 3 enfants, sous l'influence évidente d'un cauchemar, crurent voir Platner s'approcher d'eux avec une légèreté invraisemblable et les regarder de tout près dans les yeux. D'autres fuyaient avec Platner devant des créatures vagues et extraordinaires en forme de boules. Mais toutes ces imaginations furent oubliées, et l'on passait aux enquêtes et aux raisonnements lorsque, le mercredi de la semaine qui suivit le lundi de l'explosion, Platner reparut. Les circonstances de son retour ne furent pas moins singulières que celles de son départ. Dans la mesure où nous pouvons nous faire une idée du masque irrité de M. Lidget, d'après les souvenirs hésitants de Platner, voilà ce qui se passa. Le mercredi soir, vers l'heure du coucher du soleil, le maître de pension, ayant terminé sa tâche du jour, se promenait dans son jardin, cueillait et mangeait des fraises, dont il était extrêmement friand. C'est un grand jardin à l'ancienne mode, heureusement préservé contre l'indiscrétion des voisins par un haut mur de briques rouges couvert de lierre. Juste au moment où il était penché sur un plan particulièrement vigoureux, il y eut dans l'air une lueur soudaine, une détonation sourde, et, avant qu'il ait eu le temps de regarder autour de lui, un corps pesant le frappa violemment par derrière. Il fut projeté en avant, de façon à écraser les fraises qu'il tenait à la main, et cela si brutalement que son chapeau de soie. Sir Lidget est resté fidèle aux idées anciennes sur la question du costume des régents, s'enfonça sur son front et sur son œil unique. Le lourd projectile qui avait rasé son corps sur le côté pour choir au milieu des plants de fraisiers se trouva être notre Gottfried Platner, depuis longtemps perdu et maintenant dans un état lamentable. Il n'avait plus ni col ni chapeau, son linge était sale, il avait du sang sur les mains. M. Lidget fut si indigné et si stupéfait qu'il resta à 4 pattes avec son chapeau enfoncé sur l'œil, tandis qu'il interpellait vivement Platner sur sa conduite aussi irrespectueuse qu'incompréhensible. Cette scène peu idyllique complète ce que je peux appeler les faits extérieurs de l'histoire de Platner, la version ésotérique. Il est bien inutile d'entrer ici dans le détail du renvoi signifié par M. Lidget. Ces détails, avec les noms, les dates, les références, on les trouvera dans le rapport considérable qui fut produit à cette occasion devant la Société pour l'étude des phénomènes surnaturels. La singulière interversion chez Platner, du côté droit et du côté gauche, fut à peine remarquée pendant les premiers jours. On ne l'observa d'abord qu'en le voyant écrire au tableau noir de droite à gauche. Bien loin de s'en vanter, il cachait plutôt cette particularité bizarre, parce qu'il pensait qu'elle lui ferait du tort pour trouver une autre situation. Le déplacement du cœur ne fut découvert que quelques mois plus tard, lorsqu'il se fit insensibiliser pour l'extraction d'une dent. On eut licence alors
bien contre son gré, de faire de lui une étude médicale rapide en vue d'un article sommaire dans le journal d'anatomie. Ceci épuise le compte-rendu des faits matériels. Nous pouvons maintenant passer au récit de Plattner lui-même. Mais d'abord, établissons une distinction bien nette entre tout ce qui précède et ce qui va suivre. Tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent est établi avec une certitude absolue, capable de satisfaire même un juge d'instruction. Tous les témoins sont encore vivants. Le lecteur, s'il en a le loisir, peut retrouver demain les élèves de l'école et même affronter le courroux superstitieux du redoutable M. Lidjet et se payer le plaisir de multiples interrogatoires. Gottfried Plattner lui-même et son cœur capricieux et ses 3 photographies, on peut les voir. On peut tenir pour prouver que, à la suite d'une explosion, il disparut pendant 9 jours, qu'il revint d'une manière presque aussi brusque, dans des circonstances, quelles qu'elles soient ennuyeuses pour M. Lidjet, et qu'il revint avec les organes intervertis, à la façon dont nous voyons renverser l'image donnée par un miroir. Du dernier fait, comme je l'ai déjà établi, il suit presque inévitablement que Plattner, pendant ces 9 jours, doit avoir vécu d'une existence extérieure aux limites de l'espace. Les preuves de ces affirmations sont en somme beaucoup plus probantes que celles qui font pendre la plupart des criminels. Mais quant à sa propre description de l'endroit où il est allé, dont il parle en termes confus, avec des détails qui se contredisent ou peu s'en faut, nous n'avons que la parole de M. Gottfried Plattner. Je ne désire pas la discréditer, mais contrairement à ce que font tant de gens qui écrivent sur d'obscurs phénomènes psychiques, je dois noter que nous passons ici de ce qui est notoirement incontestable à un ordre de considération que tout homme doué de raison a le droit d'admettre ou de rejeter comme il lui semble bon. Ce qui précède les rend plausibles. Mais, d'autre part, elles sont tellement en désaccord avec le sens commun qu'elles touchent à l'inconcevable. Je voudrais, sans prétendre exercer la moindre influence sur l'esprit du lecteur, raconter simplement l'histoire telle que Plattner me l'a contée. Il me fit son récit, je pourrais l'établir chez moi à Chislehurst, et dès qu'il m'eut quitté, le soir même, j'allais dans mon cabinet coucher sur le papier tout ce qu'il m'avait dit comme je me le rappelais. Ultérieurement, il eut l'obligeance de relire mon texte recopié à la machine. L'exactitude matérielle n'en est donc pas niable. Plattner raconte que, au moment de l'explosion, il pensa parfaitement être tué. Il se sentit soulevé de terre et entraîné de force en arrière. C'est une observation curieuse pour les psychologues. Il avait encore conscience des choses dans cette reculade involontaire et il s'inquiétait de savoir s'il heurterait soit l'armoire aux appareils de chimie, soit le chevalet du tableau noir. Ses talons frappèrent le sol, il chancela, puis il tomba lourdement, assis sur quelque chose de moelleux et de solide à la fois. La commotion le laissa étourdi pendant un instant. Bientôt, il perçut une forte odeur de cheveux roussis et il crut entendre la voix de Lidjet l'appeler. Vous comprenez que son esprit ait pu être profondément troublé. D'abord, il eut distinctement l'impression qu'il était toujours dans la classe. Il vit très nettement la surprise des élèves et l'entrée de M. Lidjet. Il est très affirmatif sur ce point. Sans doute, il n'entendit pas leurs exclamations. Mais cela, il l'attribua à l'effet assourdissant de l'expérience. Tout autour de lui paraissait sombre et incolore. Mais son esprit se contentait de cette explication, qui tombait sous le sens, quoique fausse, que l'explosion avait dû produire un énorme volume d'épaisse fumée. À travers l'obscurité, les formes de Lidjet et des enfants s'agitaient, pâles et silencieuses, comme des ombres. La figure lui cuisait encore de la chaleur de l'éclair. Il était, dit-il, tout hébété. Sa première pensée claire semblait avoir été la constatation qu'il était en vie. Il se disait qu'il était peut-être aveugle et sourd. Inquiet, il se tâtait bras et jambes. Puis ses sensations devinrent plus claires, et il fut étonné de ne plus avoir autour de lui les vieilles tables familières et tout le matériel de la classe. Au lieu de tout cela, des formes obscures, incertaines, grises. Puis arriva une chose qui lui fit pousser un cri aigu et réveilla ses facultés étourdies. 2 des enfants, en faisant de grands gestes, lui passèrent à travers le corps. Ni l'un ni l'autre n'eut l'air de s'apercevoir de l'obstacle qu'il traversait. Il est difficile d'imaginer l'impression qu'il en éprouva.
Ils le heurtèrent, dit-il, aussi doucement qu'un nuage de vapeur. Platner eut ensuite l'idée qu'il était mort. Cependant, élevé comme il l'avait été dans des idées tout à fait saines à cet égard, il était un peu surpris de trouver son corps toujours intact. Sa seconde conclusion fut qu'il n'était point mort, mais que les autres l'étaient. L'explosion sans doute avait détruit l'école privée de Sussexville et tout le monde dans l'école, lui excepté. Mais cela non plus ne le satisfit pas. Il se reprit à observer et vit des choses qui l'étonnèrent. Tout autour de lui était extraordinairement sombre. D'abord, il semblait que tout fût d'un noir d'ébène. Au-dessus de sa tête, le firmament lui-même était noir. La seule note lumineuse du tableau, c'était, d'un côté, à l'horizon, une faible lueur verdâtre qui faisait ressortir une ligne de collines sombres et ondulées. Telle fut, je le répète, sa première impression. Puis, son œil s'accoutumant à l'obscurité, il commença à distinguer dans la nuit ambiante une sorte de demi-teinte verdâtre. Sur ce fond, les meubles et les personnes de la classe semblaient se détacher comme des spectres phosphorescents, pâles et impalpables. Ayant étendu le bras, il passa la main sans difficulté à travers le mur de la classe, auprès de la cheminée. Il raconte qu'il fit un effort violent pour attirer l'attention. À grands cris, il appela Lidget, il essaya de saisir les enfants qui allaient et venaient. Il n'interrompit ses tentatives qu'au moment où Madame Lidget, que, en qualité d'adjoint, il n'aimait pas, naturellement, entra dans la pièce. Il dit que cette sensation d'être dans le monde sans cependant en faire partie était prodigieusement désagréable. Il comparait ses impressions, non sans justesse, à celles d'un chat qui guetterait une souris à travers un carreau. Toutes les fois qu'il faisait un mouvement pour communiquer avec le monde familier qui l'entourait, il rencontrait pour l'arrêter une barrière invisible et inexplicable. Alors, il tourna son attention vers les objets qui l'environnaient. Il s'aperçut qu'il avait encore dans la main la fiole toujours intacte et contenant le reste de la poudre grise. Il la mit dans sa poche et commença à tâtonner. Selon toute apparence, il était assis sur un rocher recouvert de mousse veloutée. Le pays d'alentour, il ne pouvait pas le voir, la silhouette embrumée de l'école l'en empêchant, mais il avait le sentiment, dû peut-être à un vent froid, qu'il était près de la crête d'une montagne et qu'une vallée profonde s'enfonçait à ses pieds. La lueur verte qui bordait le ciel semblait croître en étendue et en intensité. Il se leva en se frottant les yeux. Il semblerait qu'il fit quelques pas, descendant la côte rapide, puis il trébucha, manqua de tomber et s'assit de nouveau sur des rochers pointus pour guetter l'aurore. Il s'aperçut que le monde autour de lui était absolument silencieux. Il était aussi calme qu'obscur. Et quoiqu'un vent froid soufflât sur la colline, le bruissement de l'herbe, le frémissement des branches qui auraient dû s'en suivre étaient tout à fait imperceptibles. Platner pouvait donc entendre, s'il ne le voyait point, que le versant de la colline était rocheux et désolé. Le vert s'éclaircissait de minute en minute, et en même temps, une lueur pâle mêlée de rouge sang s'y mêlait, mais sans atténuer l'obscurité du zénith et la désolation des rochers dans le voisinage. En tenant compte de ce qui suit, je suis porté à penser que cette rougeur peut bien avoir été un effet d'optique dû au contraste. Quelque chose de noir voltigea un instant sur le fond livide, d'un jaune verdâtre du ciel bas, et alors la voix grêle et pénétrante d'une cloche s'éleva de l'abîme noir qui était devant lui. L'oppression causée par l'attente s'accrut à mesure que la lumière transparaissait davantage. Pendant 1 heure sans doute, ou même plus, il demeura là, assis, tandis que l'étrange lumière verte devenait à toute minute plus vive et se répandait en traînées flamboyantes jusqu'au haut du ciel. Dans cette aube, la vision spectrale de notre monde devenait pour Platner de plus en plus pâle. C'était probablement exact en réalité, car ce devait être pour nous à peu près l'heure du coucher du soleil. À en juger d'après la connaissance qu'il conservait de notre monde, Platner, en quelques pas sur la pente de la colline, avait passé à travers le plancher de la classe et se trouvait maintenant, semblait-il, assis en l'air, à l'étage inférieur dans la salle la plus grande de l'école. Il voyait les pensionnaires distinctement encore, mais moins distinctement qu'il n'avait vu Lidget. Ils étaient occupés à faire leurs devoirs du soir.
et il prit plaisir à observer que plusieurs d'entre eux préparaient en fraude leurs problèmes de géométrie avec l'aide d'un corrigé, d'un recueil dont ils n'avaient jamais jusqu'alors soupçonné l'existence. Peu après, ils s'évanouirent d'une façon régulière à mesure que croissait la lumière verte de l'aurore. Regardant au-dessous de lui dans la vallée, Plattner vit que la lumière s'était répandue sur le versant rocheux jusqu'en bas et que la profonde obscurité de l'abîme était maintenant piquée d'une petite lueur verte, semblable à la lueur d'un verre luisant. Presque immédiatement, le limbe d'un énorme corps céleste, d'un vert éblouissant, s'éleva au-dessus des ondulations basaltiques des collines éloignées, et, autour de Plattner, les masses monstrueuses des collines se détachèrent, fantastiques et nues, éclairées en vert sur l'ombre noire. Plattner s'aperçut qu'un nombre considérable d'objets, en forme de balles, voltigeaient comme des duvets de chardon au-dessus de la hauteur. Tous étaient très éloignés de lui. La cloche, dans le fond de la vallée, tintait de plus en plus vite, avec une sorte d'insistance impatiente, et plusieurs lumières s'agitaient çà et là. Les enfants, à l'ouvrage devant leur pupitre, étaient devenus maintenant presque imperceptibles. Cet effacement de notre monde, quand se leva le soleil vert de cet autre univers, est une curiosité sur laquelle insiste Plattner. Pendant la nuit de l'autre monde, il est malaisé de se mouvoir, en raison de l'éclat avec lequel les choses de ce monde-ci sont visibles. C'est un problème d'expliquer pourquoi. Si tel est le cas, nous, dans notre monde, nous ne recevons aucun reflet de l'autre. Cela est dû peut-être à l'illumination relativement éclatante de notre monde à nous. Plattner dit que le milieu du jour de l'autre monde, dans tout son éclat, n'est pas plus éclairé que ne l'est notre monde à nous la nuit, en temps de pleine lune. Par suite, la somme de lumière, même dans une pièce sombre ordinaire, suffit pour rendre invisibles les choses de l'autre monde, d'après ce même principe qui fait que la pâle phosphorescence n'est visible que dans la plus profonde obscurité. J'ai essayé, depuis que Plattner m'a conté son histoire, d'apercevoir quelque chose de l'autre monde en m'asseyant pendant longtemps le soir dans la chambre noire d'un photographe. J'ai certainement vu indistinctement la silhouette de rochers et de pentes verdâtres, mais seulement, je dois le reconnaître, de façon très vague. Il peut se faire que le lecteur soit plus heureux que moi. Plattner me dit que depuis son retour, il a en rêve vu et reconnu certains endroits dans l'autre monde, mais c'est probablement une suggestion due au souvenir qu'il a conservé de ces endroits. Il paraît tout à fait possible que des personnes ayant la vue exceptionnellement perçante puissent à l'occasion, autour de nous, voir un reflet de cet autre monde étrange. Mais tout cela n'est qu'une digression. Comme le soleil vert s'élevait, une longue avenue bordée de bâtiments noirs devint perceptible, quoique obscurément et indistinctement dans la gorge, et, après quelques hésitations, Plattner commença de dégringoler la pente rapide qui y conduisait. La descente était longue et extrêmement pénible, non seulement par son escarpement extraordinaire, mais aussi par l'état branlant des cailloux dont toute la surface de la colline était semée. Le bruit de sa descente, de temps en temps, ses talons faisaient jaillir du roc des étincelles, semblait être maintenant le seul bruit de l'univers. Car le tintement de la cloche avait cessé. En approchant, il s'aperçut que les divers édifices avaient une ressemblance singulière avec des tombeaux, des mausolées, si ce n'est qu'ils étaient tous uniformément noirs au lieu d'être blancs comme la plupart des sépulcres. Puis il vit, sortant en foule de l'édifice le plus vaste, comme on voit les fidèles sortir de l'église, un grand nombre de formes pâles, rondes, verdâtres. Celles-ci se dispersaient dans plusieurs directions le long de la large rue, les unes gagnant les rues adjacentes pour reparaître sur la pente escarpée de la colline, d'autres entrant dans quelques-unes des petites constructions noires qui bordaient le chemin. À la vue de ces fantômes qui s'élevaient vers lui, Plattner s'arrêta, ébahi. Ils ne marchaient point. Ils étaient sans membres. Ils avaient l'apparence de têtes humaines, au-dessous desquelles flottait un corps de têtard. Il était trop surpris, en vérité, trop plein de cette fantastique vision, pour s'alarmer sérieusement. Il se dirigeait de son côté, poussé par le vent glacé qui soufflait d'en bas, tout à fait comme voltige des bulles de savon. Et comme il regardait le plus voisin de ces fantômes qui approchaient,
Il vit que c'était véritablement une tête humaine, quoique avec des yeux plus grands et empreints d'une expression de détresse et d'angoisse telle qu'il n'en avait jamais vue sur la figure d'un mortel. Il fut étonné de voir qu'elle ne se retournait point pour le regarder, mais semblait observer et suivre quelque objet invisible qui marchait en avant. Pendant un instant, il fut stupéfait. Puis il comprit que cette créature observait de ses yeux énormes quelque chose qui se passait dans le monde que lui-même venait de quitter. La créature approchait de plus en plus, et Plattner était trop étonné pour pousser un cri. Elle produisit un léger bruit de frôlement quand elle passa auprès de lui. Elle lui frappa le visage d'une petite tape. Le contact était très froid, et elle poursuivit sa route, montant toujours plus haut vers le sommet de la colline. Une idée bizarre traversa le cerveau de Plattner, à savoir que cette tête avait une ressemblance étonnante avec celle de Lidget. Alors il porta toute son attention sur les autres têtes qui maintenant repassaient en foule pour escalader le versant de la colline. Aucune ne témoignait par le moindre signe qu'elle le reconnut. 2 ou 3 passèrent tout à fait à côté de lui et firent comme la première. Lui se détourna nerveusement de leur route. Sur la plupart, il remarqua, comme sur celle qui était en avant, une expression de regret impuissant, et de toutes, il entendit le même gémissement de misère. 2 ou 3 versaient des pleurs. L'une, qui glissait, rapide en montant, avait une expression de rage diabolique. Les autres étaient impassibles. Plusieurs avaient dans les yeux un air de satisfaction. Une enfin paraissait presque dans l'extase. Plattner ne se rappelle pas avoir remarqué d'autres ressemblances sur les têtes qu'il vit alors. Pendant plusieurs heures peut-être, il observa ces fantômes étranges se dispersant par-dessus les collines. Ce n'est que longtemps après, qu'elles heures cessaient de sortir des noirs édifices groupés dans la gorge, qu'il reprit sa marche difficile vers la vallée. L'obscurité autour de lui devenait si épaisse qu'il avait de la peine à assurer ses pas. Au-dessus de sa tête, le ciel était maintenant d'un vert pâle resplendissant. Il n'éprouvait ni faim ni soif. Plus tard, quand il fut altéré, il découvrit un ruisseau très frais qui descendait dans la gorge, et la mousse rare des rochers, quand il en goûta faute de mieux, se trouva bonne à manger. Il avança, à tâtons, au milieu des tombeaux rangés au fond de la gorge, cherchant vaguement quelque explication pour toutes ces choses inexplicables. Après un assez long temps, il arriva à l'entrée du vaste monument en forme de mausolée, d'où les têtes étaient sorties. Il y trouva un groupe de lumières vertes brûlant sur une sorte d'autel en basalte. Au centre de l'édifice pendait, au-dessus de sa tête à lui, la corde d'une cloche du beffroi. Autour de la muraille courait une inscription en lettres de feu d'aspect inconnu. Tandis qu'il était encore à se demander le sens de tout cela, il entendit le bruit assourdi de pas pesants résonnant au loin dans la rue. Il sortit en courant dans les ténèbres, mais il ne put rien distinguer. Il eut l'idée de tirer la corde de la cloche. Finalement, il prit le parti de suivre les pas qu'il avait entendus. Mais, quoique courant vite, il ne put les rejoindre et sa course ne lui fut d'aucun profit. La gorge semblait être d'une longueur interminable. D'un bout à l'autre, elle était aussi sombre que l'est la terre éclairée seulement par les étoiles, tandis que le jour d'un vert effrayant s'étendait sur la crête des escarpements. Il n'y avait plus maintenant, au-dessus de Plattner, aucune des têtes. Toutes étaient, semblait-il, occupées à gravir les pentes. Levant les yeux, il les vit grimper çà et là, les unes se balançant sur place, les autres voltigeant légères dans l'espace. Cela lui rappelait, dit-il, de gros flocons de neige, si ce n'est que ceux-ci étaient ou noirs ou d'un vert pâle. À poursuivre les pas qu'il n'arrivait point à rejoindre et qui ne changeaient pas de direction, à tâtonner dans les nouvelles régions de ce défilé d'enfer, à monter ou à descendre les hauteurs impitoyables, à parcourir les sommets, à observer les fantômes en marche, Plattner assure qu'il passa la majeure partie de 7 ou 8 journées. Il dit n'avoir pas compté. Quoique, une fois ou deux, il ait surpris des yeux qui le regardaient, il ne parla à âme qui vive. Il dormit au milieu des rochers, sur le penchant de la colline. Dans la gorge, les choses de la terre étaient invisibles, parce que, du point de vue de la terre, il était loin des choses du monde. Tandis que sur les hauteurs, dès que commençait le jour terrestre, le monde lui devenait visible.
Il se trouva quelquefois trébuchant sur les rochers verts sombres ou s'arrêtant au bord d'un précipice, tandis que tout autour de lui se balançaient les branches vertes des chemins de Sussexville. Ou bien il lui semblait se promener encore à travers les rues de la cité, observant, invisible lui-même, les détails d'intérieur de quelques ménages. Et c'est alors qu'il découvrit qu'à presque chaque être humain vivant dans notre monde appartenait quelqu'une des têtes de la montagne, que chacun ici-bas est surveillé par moments par ces créatures privées de corps et sans pouvoir. Ce que sont ces gardiens des vivants, Platner ne le sut jamais, mais 2 d'entre eux qui, l'ayant rencontré, le suivaient, lui rendaient le souvenir enfantin qu'il avait gardé de son père et de sa mère. De temps en temps, d'autres figures tournaient les yeux vers lui, des yeux ressemblant à ceux des morts qui, de leur vivant, l'avaient dirigé, ou qui lui avaient nui, ou qui l'avaient aidé pendant son enfance ou pendant son âge mûr. Chaque fois qu'elle le regardait, Platner se sentait envahi par un sentiment étrange de responsabilité. Il se hasarda à parler à sa mère. Elle ne répondit point. Elle le regarda dans les yeux avec mélancolie, avec fermeté, avec tendresse, avec une nuance de reproche aussi à ce qu'il lui parut. Il raconte simplement cette histoire. Il n'entreprend pas de l'expliquer. Nous sommes libres d'imaginer ce que peuvent bien être ces gardiens des vivants, de nous demander s'ils sont vraiment les morts, pourquoi ils surveilleraient si étroitement et si passionnément un monde qu'ils ont quitté à tout jamais. Il se peut, selon moi, cela paraît exact, qu'au terme de notre existence, lorsque nous n'avons plus à choisir entre le bien et le mal, nous ayons encore à être témoins des résultats, des conséquences de nos actes. Si les âmes humaines survivent après la mort, l'intérêt qu'elles portaient aux choses humaines se prolonge aussi. Mais ce n'est là qu'une conjecture à moi sur la signification des choses vues. Platner ne propose aucune interprétation, car aucune ne lui fut fournie. Il convient que le lecteur s'en rende bien compte. Jours après jours, la tête lui tournant, il erra à travers ce monde bizarrement éclairé, en dehors de notre monde. Il était fatigué et vers la fin, affaibli et affamé. Chaque jour, c'est-à-dire chaque jour terrestre, la vision fantastique du vieux décor familier de Sussexville l'attristait et l'exaspérait. Il ne savait où mettre le pied. Toujours avec un frôlement glacé, l'une de ses âmes gardiennes surgissait devant lui. Puis, à la tombée de la nuit, la multitude de ses gardiens autour de lui, leur détresse profonde, troublait son esprit plus qu'on ne peut dire. Il était consumé d'un grand désir de revenir à la vie terrestre dont il était si près et cependant si loin. Le caractère surnaturel des objets qui l'entouraient le jetait dans une détresse morale vraiment douloureuse. En particulier, les 2 fantômes qui s'étaient attachés à ses pas le gênaient étrangement. Il aurait voulu leur crier « Cessez de me regarder ainsi », les réprimander, les fuir. Il restait toujours muet, les yeux fixes. Il avait beau courir de toutes ses forces sur le terrain inégal, les fantômes le suivaient partout. Le 9e jour vers le soir, Platner entendit là-bas des pas invisibles venir à lui, du fond de la gorge. Il errait à ce moment au sommet de la colline même sur laquelle il était tombé à son entrée dans ce mystérieux autre monde. Il fit demi-tour pour se précipiter au fond de la vallée, à tâtons, à pas pressés. Il fut arrêté par la vue de quelque chose qui se passait dans une chambre, au fond d'une ruelle voisine de l'école. Il connaissait de vue les 2 personnes qui occupaient cette chambre. Les fenêtres étaient ouvertes, les stores levés, et le soleil y entrait à flots, de sorte qu'elle se détacha en pleine lumière dès l'abord, pièce oblongue, placée comme un verre de lanterne magique devant le paysage noir et l'aurore pâle et verte. Sur le lit gisait un homme émacié, dont la figure, d'une blancheur cadavérique, reposait terrible sur les oreillers écroulés. Ses mains jointes étaient levées au-dessus de sa tête. Près du lit, une petite table portait quelques fioles à médicaments, une rôtie et de l'eau, à côté d'un verre vide. De temps à autre, les lèvres du malade s'ouvraient pour prononcer un mot qu'il n'articulait pas. Mais la femme ne voyait pas qu'il demandait quelque chose. Elle était occupée, dans l'angle opposé de la pièce, à tirer des papiers d'un vieux bureau. Tout d'abord, ce tableau avait été fort bien éclairé. Mais à mesure que l'aurore verte de l'arrière-plan prenait un éclat plus vif, il devenait plus vague
et de plus en plus transparent. Les pas retentissants approchaient, ces pas qui font tant de bruit dans l'autre monde et en font si peu dans celui-ci. Platner aperçut autour de lui une grande multitude de figures confuses sortant à la fois des ténèbres pour épier les deux acteurs de la scène d'intérieur. Jamais jusqu'à présent, Platner n'avait vu un si grand nombre de ces gardiens des vivants. Beaucoup n'avaient Dieu que pour le malade, d'autres, aussi nombreux, pleins d'une angoisse infinie, épiaient la femme, tandis qu'elle, de ses yeux avides, cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait point. Les fantômes se pressaient autour de Platner. Ils se mettaient devant lui frôlaient le visage, il entendait bourdonner à ses oreilles leurs impuissants regrets. Il ne voyait que par intervalles ce qui se passait. À d'autres moments, le tableau tremblotait vaguement, obscurci par la nuée mouvante des fantômes. Dans la chambre, tout devait être parfaitement tranquille. Platner dit même que la flamme de la bougie envoyait vers le plafond un filet vertical de fumée. Mais à ses oreilles, le bruit de chaque pas et les échos qui l'éveillaient faisaient comme un roulement de tonnerre. Et les têtes. Deux tout particulièrement, à côté de la femme, attirèrent son attention. L'une, une femme aussi, aux traits pâles et nets, qui jadis avait dû être froid et dur, mais qui pour le moment était adoucie par une sérénité surhumaine. L'autre était sans doute le père de la femme. Tous deux étaient évidemment absorbés dans le spectacle d'une ignoble vilenie. Mais ils paraissaient impuissants à l'empêcher. Derrière eux, d'autres fantômes, des maîtres peut-être qui avaient donné de mauvaises leçons, des amis dont l'influence ne s'était pas prodiguée, et, penchés au-dessus de l'homme, une foule de fantômes encore dont aucun ne semblait avoir été ni parent ni maître, des visages qui jadis avaient peut-être été durs et auxquels le chagrin n'avait laissé qu'un caractère énergique. Au premier plan, un seul visage, celui d'une jeune fille, ne portait l'empreinte ni de la colère ni du remords. Il était simplement patient et las, et Platner crut y lire l'espoir d'un secours prochain. Il renonce à décrire cette multitude de visages lugubres. Ils s'étaient rassemblés au premier coup de la cloche, et il les vit tous réunis en une seconde. Il était, paraît-il, sous l'influence d'une surexcitation telle que, d'un mouvement tout involontaire, ses doigts agités prirent dans sa poche la fiole de poudre verte et la tinrent en avant. Mais il n'a aucun souvenir de cela. Soudain, le bruit de pas cessa. Il attendit, il y eut une pause. Puis, tout à coup, rompant le silence inattendu, comme aurait pu le faire une lame tranchante et mince, résonna le premier coup de la cloche. À cet instant, les têtes innombrables s'agitèrent, et tout autour de lui, les gémissements se firent plus bruyants. La femme n'entendait pas. Elle brûlait quelque chose à la bougie. Au second coup de la cloche, tout se brouilla, et un vent glacial passa à travers les rangs des fantômes. Ils tourbillonnèrent autour de Platner comme les feuilles sèches au printemps, et au troisième coup, quelque chose traversa la foule pour aller jusqu'au lit. Vous avez entendu parler d'un rayon de lumière. Ceci, c'était un rayon d'obscurité. Et en y regardant mieux, Platner reconnut que c'était un bras et une main spectraux. Le soleil vert dominait l'horizon sombre et nu, et tout dans la chambre devenait indistinct. Platner put voir cependant que la forme blanche étendue sur le lit se débattait convulsivement et que la femme, regardant derrière elle, tressaillait. La nuée des gardiens, soulevant une sorte de poussière verte qui voltigea au vent, s'enfuit rapide vers le temple du fond de la vallée. Alors, Platner comprit soudain ce qu'était ce bras spectral qui, tendu par-dessus son épaule, étreignait sa proie. Aussi n'osa-t-il pas tourner la tête pour apercevoir le spectre auquel appartenait le bras. D'un violent effort, et de sa main se couvrant les yeux, il se mit à courir, fit peut-être 20 pas, puis glissa sur un caillou et tomba. Il tomba en avant sur les mains, et la bouteille, au choc, fit explosion à l'instant même où il touchait le sol. L'instant d'après, il se trouvait, étourdi et ensanglanté, assis nez à nez avec Lidget dans le vieux jardin, clos de mur derrière l'école. Ici finit la triste aventure de Platner. Je crois avoir résisté, et avec succès, à la tentation qu'éprouve naturellement un romancier d'enjoliver des incidents de ce genre. Autant que possible, j'ai suivi en racontant l'histoire le même ordre que Platner quand il me l'a dite.
J'ai soigneusement évité tout essai de rhétorique, toute recherche de l'effet ou de la mise en scène. J'aurais aimé, par exemple, faire du tableau de la mort une sorte d'épisode dramatique où Plattner eût joué un rôle. Mais à ne pas parler de ce qu'il y a de condamnable à modifier une histoire qui est strictement véridique, des procédés aussi banals gâteraient à mon avis l'effet particulier de ce monde obscur, avec sa clarté d'un vert pâle et le grouillement des gardiens des vivants qui, bien qu'invisibles et intangibles, nous entourent cependant. Il me reste à ajouter qu'un décès se produisit réellement dans le quartier de la terrasse derrière l'école, et, autant qu'on peut en être sûr, au moment précis du retour de Plattner. Le défunt était un percepteur, en même temps agent d'assurance. Sa veuve, beaucoup plus jeune que lui, vient d'épouser le mois dernier M. Whymper, vétérinaire d'Albiding. Comme la partie de cette histoire où il est question d'elle a été déformée en passant de bouche en bouche, cette dame a consenti à me laisser imprimer son nom, à la condition de déclarer qu'elle dément avec énergie tous les détails rapportés par Plattner sur les derniers moments de son pauvre mari.